Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, ravi de vous retrouver comme chaque lundi, un invité politique dans Faites entrer l'invité pour débattre justement de l'actualité, de la crise sanitaire que traverse le Maroc à l'instar du monde entier, mais aussi et surtout des attentes des citoyens. Outre la préoccupation sanitaire sur le volet humain, il y a actuellement un enjeu planétaire pour préserver la situation économique. Chaque pays tente, tant bien que mal, de mettre en place de nouveaux dispositifs, des aides sociales, mais cela sera-t-il suffisant ? Comment redresser notre économie, faire face à la demande d'emploi ? Comment redonner de l'espoir ? L'année prochaine est déjà qualifiée par beaucoup comme l'année de tous les changements, avec de nombreuses élections qui nous attendent. L'occasion pour nous de savoir comment les partis politiques se préparent. Quelle est la place accordée à notre jeunesse ? Après l'Istiklal, le MP, le PPS, le PAM et le SFP, aujourd'hui dans Faites entrer l'invité, les partis de la Fédération de la gauche démocratique avec la secrétaire générale du PSU, le Parti socialiste unifié, Nabila Mouni. Bonjour. Bonjour, merci à toi, Fathia, et à Radio 2M pour cette aimable invitation. C'est un plaisir également pour nous. Comment vous allez ? Très bien, pour l'instant, ça pourrait aller mieux. Si on voyait notre pays et tous les États d'ailleurs du monde aller mieux face à cette crise sans précédent qui a l'air de perdurer et face à laquelle nous sommes plus ou moins désarmés. Alors, je suis obligée de débuter par un sujet qui fâche. Ce sont vos déclarations sur la pandémie et sur la Covid-19 qui ont surpris, pour ne pas dire choqué, bon nombre de Marocains. Alors, j'aimerais bien que vous nous disiez le vrai du faux. Est-ce que l'on peut dire clairement, est-ce que vous avez dit que vous ne croyez pas au virus ? Pas du tout. Justement, moi, ce que je voudrais expliquer ici, puisque j'en ai l'occasion, que je n'ai jamais dit que le virus n'existait pas. Mais ce que j'ai dit, c'est que on ne sait pas, et ça c'est une vérité, on ne connaît pas l'origine de ce virus. Comment il est sorti, comment est-ce qu'on en a pris connaissance en mars ? Il semblerait qu'il existe depuis le mois de novembre, ou peut-être un petit peu avant, de 2019. Donc ce virus existe bien. Comment il s'est propagé, comment il est arrivé jusqu'à nous, etc. C'est un petit peu l'interrogation, la question que se pose tout le monde. Mais jamais vous n'avez dit qu'il n'existait pas ou fait part de conspiration, parce que ça a été beaucoup relayé, ce genre de choses. Le mot de conspiration, je ne l'ai jamais utilisé, mais malheureusement, il y a certains qui ont relayé ça sur les réseaux sociaux en disant que voilà, Mounib ne croit pas, etc. Alors que ce que j'avais dit, c'est que en fait, j'étais surprise comme tout le monde de l'arrivée de ce virus, etc. Et j'ai dit, c'est vrai, j'ai dû dire lorsque j'étais invitée à une école de journalisme qu'il faut faire attention et que des fois, on peut inventer le mal et aussi le traitement de ce mal. Et ça, on l'a vu avec le H1N1. On a vu d'autres virus qui sont apparus avant. C'était plus, quand j'ai dit si je comprends bien ce que vous dites, c'était plus des interrogations. Alors la presse a également relayé. Tout le monde connaît l'histoire de la vache folle, etc. Comment on est arrivé à nourrir des vaches avec de la farine de poisson. Voilà, etc. c'était plus des interrogations. Alors Exactement. la presse a également relayé des propos que vous auriez tenus lors d'une visioconférence la semaine dernière. C'était organisé par la fondation Free Tétouanet pour la pensée et la littérature. Vous auriez dit que vous étiez très inquiète pour les Marocains concernant le vaccin. En fait, je suis inquiète pour l'humanité entière, en fait, parce qu'il y a différentes équipes de par le monde qui sont en train de travailler pour essayer de trouver les traitements adéquats et de trouver aussi un vaccin, s'il y a possibilité de trouver un vaccin pour essayer de vacciner les gens et pour arrêter justement la propagation de cette pandémie. Il y a plus d'une vingtaine de labos, ou même plus dans le monde. Le Maroc a signé justement une convention avec différents laboratoires. Deux laboratoires chinois, mais aussi britanno-suédois, pour que les Marocains puissent bénéficier de la vaccination dès la fin des essais cliniques. Avant la mise en circulation d'un vaccin, il faut quand même des essais préalables. Il y a 3 phases. Les scientifiques connaissent ça. Donc aujourd'hui, nous sommes à la 3e phase, c'est-à-dire l'expérimentation des vaccins expérimentaux sur l'humain. Donc moi, ce que je demande, c'est plus d'informations,
concernant justement cette pratique, et non seulement ne pas suivre que les firmes pharmaceutiques au laboratoire avec lesquels nous avons signé, mais aussi suivre un peu les résultats qui sont là de par le monde pour voir quel est le meilleur vaccin. Et en même temps, je demande l'implication de scientifiques marocains à toutes ces étapes pour qu'ils nous informent, etc. Ce que nous savons également, ce que vous souhaitez, en clair, c'est plus de oui, mais transparence la mise en circulation d'un vaccin, informations. ça demande plusieurs années. Donc pour moi, cette précipitation, je vois que le vaccin expérimental n'a pas été assez expérimenté. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas rassurée. Je ne suis pas la seule. Ben, ça, c'est un petit peu ce que disent tous les scientifiques. Voilà, c'est qu'en temps exactement. normal, un vaccin, mais de nombreuses années Exactement. avant d'être Au moins 4 années. Bon, préconisé. j'espère qu'ils vont Sachant faire que plus là, la vite. situation est un petit peu différente, Ouais. puisque, comme vous le disiez en introduction, Ouais. on est face à un virus totalement inconnu, Exactement. nouveau, Ouais. invisible, Ouais. devant lequel le monde entier doit affronter, et que ce sont effectivement des laboratoires qui sont actuellement Bon, on le connaît un peu une course plus contre la maintenant. montre. On sait que c'est un virus avec un monobrin ARN, etc. On ne peut pas se lancer sur Ah oui, non, pas les termes explications. scientifiques, je vais rien Mais comprendre, et non, nos pas du auditeurs tout, non mais plus. nos auditeurs non plus. Donc en fait, on est en train de nous poser des questions comme tout le monde, des questions logiques, des questions pour essayer d'y voir clair, pour essayer de mieux informer nos concitoyens et de mieux affronter ensemble. Parce que si aujourd'hui les mesures d'hygiène sont indispensables, sont intéressantes, il faudrait qu'on sache si on peut aussi, en tant que chercheur marocain, je ne parle pas de moi, je parle des chercheurs qui travaillent sur la virologie et sur la recherche de vaccins, est-ce qu'ils ne peuvent pas aussi contribuer à cet effort international pour essayer de nous aider à nous en sortir? Parce que c'est une crise qui va peut-être perdurer et n'est pas liée juste... c'est pas un hasard. Aujourd'hui, nous sommes face à une crise climatique très très grave et peut-être que demain, on sera obligé de faire face à l'apparition d'autres virus. Est-ce que ça vous a blessé, toutes ces polémiques à votre rencontre? Pas du tout. Ben, je n'ai pas que des supporters. J'ai de très nombreux supporters et je sais que j'ai aussi des gens qui cherchent à me faire dire ce que je n'ai pas dit. Vous connaissez aujourd'hui de par le monde les hommes, les femmes politiques. Il y a des fake news. Il y a le temps que vous preniez pour prouver que vous n'avez pas dit, c'est déjà arrivé à des millions de gens, etc., des milliers de gens. Mais ce n'est pas bien grave parce qu'en fait, ça fait partie de la lutte, etc. Donc, j'ai des adversaires, ils utilisent ça comme ils peuvent, ils rebelotent. Mais le problème, c'est que j'appelle les Marocains à essayer de chercher la véritable information et de ne pas faire le commentaire du commentaire qui souvent, à la base, est faux. Alors, on va en revenir aux réseaux sociaux parce que vous pointez un petit peu le doigt également là-dessus, où tout va trop vite, mais vous ne dites pas, en revanche, que c'est la faute des médias, tout de même. Pas les médias, ils n'ont pas relayé ça, mais ce sont plutôt les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, vous avez un individu qui crée sa propre agence de presse. Ça c'est connu, il y a Alain Deneau qui a expliqué ça dans ce monde de la médiocratie. Moi, j'appelle pas ces gens-là médiocres, au contraire, ils veulent peut-être informer, peut-être ils partent avec une bonne intention, mais souvent, ils ne prennent pas le temps d'avoir la véritable information, de faire les investigations qu'il faut, avant de se lancer dans des interprétations fallacieuses qui peuvent induire les gens en erreur. Non. Si vous prenez la parole, si vous écrivez, il faut y aller avec une bonne intention pour... ouvrir le débat. Voilà. Ouvrir un véritable débat. Criminaliser les gens qui posent Nabila des Mounib, questions. venons-en à votre parti. Où est-ce que vous en êtes au sein de la Fédération de la gauche démocratique? La fameuse fusion verra-t-elle le jour ou pas? Où est-ce que vous en êtes? Alors, pour ce qui nous concerne, en tant que Parti socialiste unifié, nous sommes issus de la fusion de 5 composantes de la gauche. Je pense que c'est une première au niveau du Maroc, parce que les partis politiques ne connaissaient que des dislocations, si on peut parler ainsi. Donc, ça, c'est un processus auquel on croit et qui entre dans la reconstruction de la gauche. Donc, en fait, la fusion entre le Parti socialiste unifié et nos camarades du PADS, le parti d'avant-garde démocratique socialiste, et nos camarades du parti du Conseil national Ittihadi, avec lesquels nous avons travaillé depuis 2007.
en tant que coalition de la gauche et depuis 2014 en tant que fédération de la gauche. Ça, c'est un projet. Le projet de fusion, mais ce n'est pas un projet de fusion, comment dirais-je, mathématique. 1 plus 1 plus 1 Non, égale ce que 3. Donc, en fait, le projet de fusion... Ce que je voulais dire par là, Oui. est-ce que, quand je parle de fusion, est-ce qu'aux prochaines élections, vous allez présenter des listes communes? Bien entendu. Nous l'avons déjà fait en 2015-2016 et bien avant, déjà en 2007-2009, etc. En 2011, comme il y avait le printemps arabe, il y avait autre chose parce qu'on ne s'était pas encore mis d'accord. Mais depuis la création de la fédération, nous nous sommes mis d'accord sur 3 questions fondamentales. Celle des élections, on y va ou on n'y va pas ensemble. La question du Sahara et la question de la Constitution. Donc en fait, pour nous, bien entendu que nous allons à ces élections ensemble. Nous aurions aimé être arrivés à l'élaboration de notre projet de fusion, parce que ce n'est pas juste un projet dans l'air, mais c'est un projet politique, un projet structurant, un projet très important. Il y a de nombreuses questions auxquelles nous n'avons pas encore répondu ensemble pour pouvoir avancer. On aurait aimé, avant ces élections-là, avoir atteint nos objectifs, tous nos objectifs, pour pouvoir fusionner, comme vous dites. Mais la fusion, on la prévoyait aussi avec une ouverture très large sur les intellectuels, la société civile, etc. Donc, pour vraiment la reconstruction de la gauche radicale, pour constituer la force capable de peser pour le changement démocratique global que nous cherchons dans notre pays. Et non pas un rafistolage, c'est une véritable reconstitution. Donc nous n'en sommes pas là. Alors ce qui nous reste, nous avons face à nous des élections. Ces élections, on y va unis. On essaie de faire notre maximum malgré tous les déboires, parce que nous avons présenté un mémorandum ensemble dans lequel nous avons étayé toutes les conditions à même de garantir la transparence et la probité de ces élections. Nous l'avons présenté, bien sûr, au ministère de l'Intérieur, comme les autres partis, mais apparemment, rien n'a été accepté. Nous avons demandé une institution autonome pour superviser l'opération, pour respecter les voix des gens, et peut-être, pourquoi pas, la traduire en véritable souveraineté, ne serait-ce que, voilà. Et en plus, nous avons demandé à ce que les Marocains soient inscrits sur la base de la carte nationale. Et en plus de cela, nous avons demandé, et comme vous l'avez si bien posé dans votre question, aujourd'hui, il y a un problème d'abstention, les jeunes ne croient plus, etc. Donc, pour reconstruire cette confiance, nous avons demandé une certaine ouverture politique, libérer les prisonniers politiques, libérer comment on appelle ça, les journalistes voilà, pour essayer de donner envie d'aller participer. Nous avons demandé à ce que ces élections soient le démarrage, puisque le monde entier entame une nouvelle étape avec cette crise sanitaire et pas seulement sanitaire. Nous avons voulu mettre notre pays sur la véritable voie de la démocratisation, de l'émancipation, de la modernité, etc. Et nous avons mis en place un certain nombre de demandes, notamment la participation des Marocains résidant à l'étranger, etc. Garantir leur participation pleine, comme c'est stipulé dans la Constitution. Mais malheureusement, jusqu'à présent, tout ça a été refusé. Tout ça a été refusé. J'espère qu'on va trouver la recette pour justement en tout cas, un terrain d'entente. Les jeunes reprennent confiance. Alors, on va y revenir sur cette participe. confiance Voilà. et sur le volet de la jeunesse, parce qu'il est primordial et revient systématiquement. Mais juste avant, donc vous nous confirmez qu'aujourd'hui, vous avez décidé, en fait, de vous présenter à ces élections avec des listes communes. Et le projet de fusion, on va le discuter après les élections, bien entendu. Et au sein de votre propre parti, oui. En préparant cette émission, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de médias qui avaient relayé certaines tensions. En plus, en préparant l'émission, vous m'avez dit je suis prête à répondre à toutes les questions. Oui, de fortes tensions au sein de votre parti, notamment ces derniers jours, on parle d'exclusion de jeunes militants. Vrai ou faux ? Il n'y a pas de forte tension d'abord dans notre parti. Nous sommes le seul parti qui, juste après les élections de 2015-2016, nous avons plus de 5000 jeunes qui ont intégré notre parti, notamment des universitaires, des ingénieurs, des médecins et tout ça. Donc en fait, nous ne sommes pas en crise. S'il y a une crise, elle est bien au sein d'autres partis qui ont participé au gouvernement, qui ont failli, ou d'autres partis qui étaient aussi dans l'opposition, qui n'ont pas joué le rôle. Nous, il n'y a pas de souci. Chez nous, il y a une réglementation très, très stricte. Donc, il n'y a pas de... En tant que secrétaire général, je n'ai aucun moyen d'exclure même pas une mouche du parti. Donc, en fait, ce sont des procédures très, très compliquées. Et des fois, vous avez des individualités qui peuvent dépasser un peu les bornes.
Parce que c'est vrai que la liberté qu'offrent les réseaux sociaux, des fois, est mal utilisée par certains, etc. Donc, non pas seulement mal utilisée, parce qu'on peut faire semblant de ne pas voir, mais quand ça touche quand même les gens, dans leur chair, dans leur famille, c'est très difficile. Et souvent, ce sont les sections... Mais en même temps, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, tout a changé. La donne a changé et beaucoup de choses se jouent sur les réseaux sociaux. Exactement. C'est quand même, alors c'est vrai que ça a beaucoup de travers, mais en même temps, ça a un volet important. Ça ouvre le débat. C'est une, c'est très bien, mais moi, une ouverture pas de aussi cela extraordinaire. Que je parle. Moi, j'estime qu'il n'y a pas de politique sans éthique. Il n'y a pas de politique sans reddition de comptes. On n'est pas là dans la jungle. Il faut respecter ses camarades, filles et garçons. Il faut respecter ses institutions. Et tout se débat dans nos institutions et en dehors des institutions selon les normes de respect. C'est très important parce qu'on ne peut pas appeler n'importe quoi débat. On ne peut pas appeler n'importe quoi idée. Parce que moi, j'ai des idées, mais ma liberté s'arrête là où commence la vôtre. Donc, pour minimiser les dégâts, nous, on a donné aux sections des partis la possibilité d'examiner chaque dossier qui est porté devant eux et de nous transmettre leurs décisions. Par exemple, la section de Fès, ça fait 1 an et demi qu'ils nous envoient des rapports et des rapports concernant 2 personnes, c'est tout, 2 personnes, des jeunes malheureusement qui n'ont pas compris l'esprit dans lequel nous évoluons, etc., dans lequel on voudrait faire évoluer notre pays. Ils ont été sanctionnés par leur section. Donc c'est pas par vous ? Non. Ils ont été sanctionnés. Parce que ce qui a été écrit aussi à droite à gauche, c'est que c'est vous qui avez sanctionné. Le bureau politique a entériné. Il reste le cas d'une personne, mais comme cette personne-là, elle est membre du Conseil national, c'est le Conseil national qui doit statuer dans sa situation. C'est tout ce qu'il y a. Mais bien sûr, nos adversaires, ils utilisent ça pour dire voilà, etc. Alors, nous n'avons pas de problème. Il n'y a aucun problème. Au contraire, on est en plein chantier, on travaille auprès des gens, on travaille au sein de notre parti. On a eu la reconstruction de plusieurs sections de notre parti. On travaille en même temps avec nos camarades au niveau de la FGD. On n'arrête pas. Donc, il y a des gens qui veulent vraiment entraver cette marche. Alors, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire et pour savoir quelle est la place que vous accordez vraiment à la jeunesse. Tous les partis politiques que nous recevons nous parlent de la jeunesse. Mais force est de constater qu'on ne la voit toujours pas, cette relève avec cette jeunesse. Quelle place vous lui accordez au sein du PSU et de la Fédération démocratique de gauche ? C'est quoi ? Ils sont au back-office ou vous les mettez en avant ? Est-ce qu'ils ont des postes importants ? D'abord, avant cela, je voudrais dire que, en fait, en tant que parti, nous vivons au Maroc et le Maroc fait partie du monde. Dans ce monde, nous avons vu la place des États reculer. Et ce sont les groupes financiers et économiques qui font la loi au niveau du monde. Ils ont imposé au niveau des États le fait de lever la main sur les services sociaux, le fait de détruire le système éducatif. Quand je parle de détruire, c'est véritablement une destruction parce que l'éducation n'arme plus avec les valeurs, les connaissances, la capacitation, etc. Donc nos jeunes, en fait, ils se trouvent quelque part désarmés. Et même lorsqu'on nous parlait de ce système néolibéral qui allait assurer une croissance, et les fruits de la croissance, en fait, c'était quoi ? C'était un mieux-être, c'était des emplois, et c'était la réduction des inégalités. Aujourd'hui, il n'y a aucun de ces fruits de la croissance qui a été réalisé. Donc nous avons des jeunes. D'abord, qui sont en échec scolaire, pour la plupart d'entre eux, parce que nous n'avons que 12% de nos jeunes qui accèdent à l'université ou à l'enseignement supérieur. 88% des jeunes Marocains ne rentreront jamais dans une université ni dans une école supérieure. Et ça, c'est très, très grave. Nous n'avons que 13% des jeunes qui sont inscrits au primaire qui arrivent à obtenir un baccalauréat. 13%, vous imaginez ? Alors que notre État encourage l'enseignement privé, il va atteindre 20% d'enseignement privé. Donc déjà, dans cette ambiance, et nous avons 45% avant le Covid. 45% de nos jeunes dans les villes qui souffraient de chômage. Nous avons nos jeunes qui émigrent par les pateras. Nous avons des jeunes qui s'adonnent à différents types de drogues. On ne sait pas comment ces drogues arrivent et rentrent au Maroc. Donc ces jeunes, ils sont là. Ils sont dans le désarroi complet. Ils ont perdu confiance. On a fermé l'horizon. Moi, quand j'étais jeune, je rentrais à l'université, j'avais 17 ans. Tous les rêves, tous les espoirs étaient permis. Pourtant, j'arrivais d'une famille, comme n'importe quelle famille marocaine. On est passé par l'école publique, etc. Donc, quand les jeunes arrivent chez nous... C'est important. Là, vous me parlez de la situation de la jeunesse, que ce soit à travers l'éducation. Moi, ma question, si vous me le permettez, c'est de dire,
Pourquoi alors, à ce moment-là, ce ne sont pas des jeunes Oui. qui s'expriment au sein de votre parti des difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes? C'est justement quel poids Non, ils non, ont ils s'expriment au sein d'ailleurs, de votre d'ailleurs, parti oui. politique. Exact. Bon, avant de vous dire 30%, 40%, c'est pas le problème. Les jeunes, il faut comprendre que malgré cette situation catastrophique, en 2011, ils ont surpris tout le monde en initiant le mouvement du 20 février. Et ils ont bien montré qu'ils étaient capables de mettre en place un projet politique global pour ce pays, avec la monarchie parlementaire, avec les libertés, tout ça. Ils ont statué tout ça en 20 points. Ils les ont bien notés. Nous les avons salués. Donc, tous les combats que nous avons menés ne sont pas partis en l'air. Il y a quand même une conscience qui est extraordinaire, qui est grandissante, grâce justement, notamment, à cette ère révolutionnaire, avec ces médias sociaux qui sont là pour apporter l'information qui manque parfois au niveau officiel, etc. Bref, donc les jeunes qui arrivent chez nous, en fait, avant, les partis de gauche spécialement, et les syndicats aussi, ils jouaient un rôle d'encadrement exceptionnel. Aujourd'hui, ce rôle n'est plus le même. Pourquoi? Parce que déjà, les jeunes qui arrivaient chez nous étaient encadrés au niveau des lycées, étaient encadrés au niveau de l'université, parce qu'il y avait l'UNEM, l'Union nationale des étudiants marocains. On avait une culture politique, on était ouvert sur le monde, etc. Il y avait beaucoup de notions qu'on avait déjà intégrées, alors qu'aujourd'hui, il faut commencer au départ. Nous avons, au niveau du parti, créé l'académie du parti. Malheureusement, il n'est pas parti comme on l'aurait souhaité, mais nos jeunes, ils sont actifs, ils ont leur propre formation, c'est-à-dire le MJDP, le Mouvement des jeunes démocratiques et progressistes. Ils tiennent leur congrès, etc. Donc, ce n'est pas toujours rose, mais ils se battent parce qu'ils sont face à des difficultés. Bien sûr, nous, en plus du fait qu'ils soient dans leur structure, ils sont dans le bureau politique, à raison de 25%, ils sont à 30% dans le Conseil national. Ils participent aux décisions et ils apprennent dans le tas. Ce n'est pas évident, mais nous les encourageons parce que nous croyons à la relève justement de la jeunesse. C'est très important. Il faut qu'il y ait des jeunes, des gens outillés, des gens qui sont dans l'action, des jeunes actifs, des gens qui portent des valeurs, des jeunes qui sont humbles, des jeunes qui font tâche avec le reste, parce que là, on est dans des frustrations incroyables et nous avons que nos jeunes, justement, puissent assurer la relève en étant eux-mêmes, c'est-à-dire... prendre leur avenir en main. Voilà. Prendre leur avenir en main. Oui, Alors, oui. j'aimerais que l'on parle de la relance économique. Est-ce qu'au sein de votre parti, vous avez fait des propositions avec la situation que nous vivons et les difficultés de beaucoup? Est-ce que vous avez fait des propositions? Et j'aimerais bien avoir la proposition au sein du PSU en particulier sur cette relance économique. Bien entendu, la question économique est très, très importante parce que nous voyons que face à cette crise mondiale, nous avons une crise plus grave. Il y a la crise sanitaire, bien sûr, qui est très, très grave, mais il y a une crise qui lui est liée, qui est la crise économique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons... l'économie réelle a été tuée parce qu'on a tout fermé, parce qu'on ne savait pas face à quoi on allait s'attendre. Donc, on a confiné, on a fermé les usines, on a licencié, etc. Au Maroc aussi, c'est pareil, parce qu'on a suivi cette opération. Ça nous a donné quoi? Ça nous a donné plus de 132 000 entreprises qui ont fermé. Ça nous a donné 20 millions de Marocains qui ont eu besoin qu'on les aide. Ça nous a donné près de 1 million de Marocains qui ont touché l'indemnité de la CNSS. Ça nous a donné aujourd'hui 1 million de chômeurs qui continuent aujourd'hui. Ça nous a donné des gens qui travaillaient dans le secteur informel qui aujourd'hui n'ont plus rien à manger parce que nous avons une crise sociale. Mais il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place. Oui. Il y a eu le fonds, il y a eu des aides sociales. Il y a eu le fonds pour lutter contre les effets négatifs. Selon vous? C'est pas du tout suffisant. Ce qu'il faut mettre en place, c'est un État social. Et un État social ne peut être social que s'il est démocratique. Bien sûr, il faut généraliser la couverture sociale, ça c'est clair. Il faut reconstruire. C'est ce qui est préconisé également. Il faut reconstruire les fondements même pour rétablir la mixité sociale et réduire la faille. Et ces mécanismes-là, c'est l'éducation et la santé publique. Parce qu'on en a eu besoin, on ne les a pas trouvés. Aujourd'hui, nous avons un manque de 100 000 personnels soignants. Médecins, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, etc. 100 000. Où est-ce qu'il est cet état? Pourquoi nous avons abandonné la planification stratégique? Pourquoi on ne travaille pas comme ça? Définir nos besoins et aller vers. Au lieu de former des médecins dont le public, aujourd'hui, on les a trouvés, on les salue, ils sont exceptionnels, on souhaite qu'ils restent en vie parce qu'il y a eu des décès quand même parmi les plus grands professeurs qui ont formé des générations. Et on le regrette, bien sûr. Mais il faut former les gens, il ne faut pas encourager à la faculté de médecine PPP, c'est-à-dire partenariat public-privé, où vous avez le public qui finance, le privé qui profite
Et franchement, ce n'est pas possible. Et on crée encore une autre faille parce que nous, on veut rassembler. Il y a une faille sociale très, très grave, une faille abyssale sociale. Donc, il faut la rétablir. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Qu'est-ce qu'il faut faire alors Concrètement, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, tous les pays, pour créer de l'emploi, on se base sur quoi? Sur l'investissement de l'État. L'investissement de l'État, il a reculé. Il faut le réencourager. Il faut que l'État, c'est le seul moyen de redémarrer la machine, etc. Il faut l'investissement étrangers. Aujourd'hui, vous savez que le Maroc, depuis plus de 20 ans, il s'est basé sur les IDE, les investissements directs étrangers. Ces investissements directs étrangers vont baisser parce qu'aujourd'hui, dans le monde occidental, ils repensent la relocalisation, etc., etc. Donc, on va souffrir de ce côté-là. Et troisième chose, c'est l'investissement privé local. L'investissement privé local a toujours été frileux. Il investit dans l'immobilier, il investit dans les secteurs à moindre risque. Il n'investit pas là où on peut produire des emplois et on peut produire de la valeur ajoutée. Il faut les encourager. Comment? Il faut créer l'état de droit. Comment les encourager? Il faut qu'ils soient en confiance. Il faut créer les lois qui permettent la compétitivité et la compétition réelle. Il faut arrêter les monopoles, il faut arrêter la rente, il faut arrêter les passe-droits pour que je puisse investir, mettre mon argent. Je suis sûr, je vais gagner, c'est tant mieux pour moi, mais je vais produire de la richesse, je vais créer des emplois parce que c'est les emplois. Aujourd'hui, il y a 200 000 jeunes qui sortent sur le marché de l'emploi chaque année. Et là, on nous parle de créer 37 000, machin. Et les autres, ils vont aller renforcer les rangs des chômeurs. Et ça crée une bombe à retardement. Ce sont des propositions que vous avez mises dans votre mémorandum. Bien sûr. Nous avons demandé aussi à ce que la caisse de l'État soit renflouée. Parce que quand même, il faut trouver de l'argent pour financer les projets des jeunes, parce qu'il faut encourager les PME, les PMI, les TPME, les petites entreprises. C'est elles qui créent, ce sont les niches. Il y a 90% du tissu économique marocain. Ce sont les jeunes start-up, les bonnes idées, etc. Mais il faut les accompagner avec un peu d'argent. Il y a eu des propositions qui ont été faites. Ce que vous voulez dire, il faut investir dans notre jeunesse. Il faut investir dans notre jeunesse et encourager les petites et moyennes entreprises, etc. Et dans des créneaux nouveaux, dans de nouveaux métiers, dans l'écologie, dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, notre tourisme souffre. Il faut essayer de le relever. Ça, c'est catastrophique parce qu'il y a plusieurs métiers qui y sont liés. Les petits commerçants, l'artisanat, la restauration, absolument toutes les chaînes. Tout le monde souffre, tout est en souffrance. Donc, nous avons besoin d'un nouveau modèle de développement. Ce nouveau modèle de développement, apparemment, c'est une commission qui va le faire. En fait, la commission, c'est bien. Elle a écouté plusieurs partenaires, mais en fait, il faut réhabiliter le politique. Le politique, il doit assumer ses responsabilités. Tu viens là, tu montres pourquoi faire. Pourquoi tu vas avoir 120 sièges, 200 sièges, si c'est pour faire figure, pour profiter de la rente politique, rien foutre et se cacher derrière le roi, se cacher derrière n'importe quoi et ne pas entreprendre, ne pas faire de véritables propositions. Moi, je suis pour la réhabilitation du politique, qu'ils assument leurs responsabilités, qu'ils nous proposent quel est leur projet. Et ensuite, la commission, elle va leur donner son propre projet pour qu'ils puissent compléter et avancer. Et pas seulement attendre à ce que le projet soit fait et à ce que les Marocains qui sont démunis et qu'on a essayé de manipuler puissent voter pour des gens qui ont déjà justement, échoué. cette faille dont vous parlez est pratiquement ce fossé de confiance qui s'est créé parce qu'effectivement, tous les partis politiques promettent beaucoup de choses durant leur campagne. Pas seulement chez nous, d'ailleurs, c'est un petit peu général partout. Mais, et du coup, la confiance entre le politique et le citoyen est vraiment écorchée. Alors, comment rétablir la confiance ? Comment rétablir cette confiance ? Rétablir la confiance, c'est très simple en fait. C'est compliqué, mais c'est simple. Il faut mettre le Maroc sur la voie de la démocratie. C'est-à-dire, nous avons besoin de réformes. Pas seulement des réformes fiscales et les assises de la fiscalité ont proposé un nouveau modèle économique. Nous avons besoin d'un nouveau modèle politique. C'est-à-dire avancer vers plus de démocratie. Et qui dit démocratie dit possibilité de lier responsabilité et reddition de comptes. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils sont là, ils passent leur temps. Un gouvernement, deux gouvernements, il n'y a pas de reddition de comptes, ils préservent même leur retraite, le cas échéant. Et voilà. Donc pour moi, il faut absolument que le Maroc soit convaincu que nous avons besoin de réformes constitutionnelles et politiques. Nous avons besoin de réformer notre système, le système de la justice en général, pour créer la confiance, etc. Et nous avons besoin de réformer notre école et d'encourager la recherche scientifique. Nous avons besoin de tout ça. Et nous avons besoin de réformer notre système électoral. Pas seulement le découpage, le mode de scrutin, mais les candidats eux-mêmes. Nous avons fait une proposition pour que les gens qui se présentent aient au moins le baccalauréat pour se présenter pour les élections locales, régionales, etc.
et puisse avoir au moins une licence, un master ou un doctorat pour se présenter aux élections législatives. Parce qu'il faut quand même de la compétence, mais pas seulement. Il faut de la compétence et de l'éthique. Il faut chercher dans les dossiers de ces gens-là, ils appartiennent à des mafias, à des lobbies, je ne sais pas quoi, qui sont contre l'intérêt général et qui sont là pour s'enrichir, il faut les stopper au départ. Donc, ça que n'a ce soit pas des été personnes accepté. clean, quoi. Ils nous ont dit c'est pas démocratique. Bon, vous imaginez, nous avons aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, 4550 élus communaux, locaux, qui n'ont même pas le certificat d'études. Alors comment voulez-vous gérer ce pays alors que nous sommes face au grand chantier de la régionalisation qui va nous sauver la vie si on arrive à mettre des compétences au niveau des régions pour donner la chance aux régions de créer de véritables pôles et de créer de la richesse. Est-ce que c'est pas aussi essayer de donner une chance pour tous, parce que quelquefois, et on l'a vu à travers le monde, des personnalités politiques qui sont nées, mais qui n'avaient pas de background ou de fortes études derrière elles, mais qui sont parvenues avec leur militantisme, avec leur engagement à faire bouger les choses. Écoutez, ça s'est passé dans les partis communistes, les partis socialistes il y a longtemps. Vous avez des ouvriers qui peuvent arriver et devenir chefs d'État et qui connaissent mieux que le meilleur des Sciences Po. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, nous sommes face à la médiocratisation de tout le système, et notamment le système éducatif. Aujourd'hui, nous sommes face à la cupidité. Aujourd'hui, nous sommes face à l'échec du système de valeurs. Les gens pensent que la politique, c'est un métier qui va leur permettre de s'enrichir et non pas une fonction dans laquelle ils vont servir le peuple et se mettre au service de ce dernier. Parce que eux, ils ont étudié, ils ont quelques moyens et puisqu'ils savent qu'il n'y a pas de reddition de comptes, ils y vont. Moi, je pense que demain, si on met des règles, on n'aura pas beaucoup de monde qui vont aller je vais vous provoquer un tout petit peu. Se présenter. Je vais vous provoquer un petit peu. C'est pas votre cas? Puisque vous parlez des politiques en général, c'est pas votre cas? Pas du tout, pas du tout. Alors là, pas du tout. Nous, c'est vraiment les derniers dinosaures. Nous, on croit au fait que nous avons une dette envers notre pays, envers nos concitoyens. Ce sont des valeurs et des convictions que nous pratiquons. Nous payons de notre poche. Moi, quand je vais à l'Ayoun, quand je vais à Dakhla, je paye de ma propre poche. Je suis enseignant du supérieur. Heureusement, j'ai un mari qui travaille aussi. Sinon, je ne pourrais pas. En même temps, les subventions qui sont données par l'État, on n'est pas là pour pleurnicher, on s'en fout parce que ce sont nos convictions. On n'a pas de moyens, mais malgré ça, si vous regardez le nombre de manifestations que l'on tient, nos déplacements, ce que l'on fait, on fait plus que les partis qui ont le plus de moyens. Qui ont des milliards. Nous, c'est vraiment des miettes. Mais donc, ce n'est pas question d'argent. C'est question de conviction. Et tant qu'il y a des hommes et des femmes de conviction, je pense qu'on peut toujours rêver, on peut toujours espérer voir notre pays se développer, notre pays arrêter avec la corruption, avec les pourris, avec les gens qui exploitent leur position politique pour s'enrichir sur le dos du peuple. Et c'est ça qui pousse les jeunes et les moins jeunes à déserter la place politique, à dire, bon, ça sert à rien, ce sont tous des voleurs, ce sont tous des opportunistes, des arrivistes, ils sont là. Alors si vous ajoutez à cela des gens qui n'ont jamais été à l'école, qui ne comprennent rien, qui ont dans leur tête quelques idées vagues, etc., moi je dis que l'analphabétisme, pas seulement abécédaire, mais politique, a un coût énorme pour notre pays. Nous avons besoin de compétences et nous avons besoin aussi d'éthique et de gens qui se respectent. Il est 13h30. Juste avant de passer au moment confession, je vais vous demander dans un instant de rejoindre le fauteuil jaune qui est là. Mais juste avant ce moment de confession, est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez amèrement, Nabila Mounib, depuis que vous vous êtes lancé dans la politique ? Que vous regrettez de ne pas avoir fait ou que vous regrettez avoir dit ou votre regret? Écoutez, bien sûr que j'ai beaucoup de regrets, mais ce qui me rassure... S'il fallait en retenir un. Oui, mais ce qui me rassure, c'est que je me respecte parce que je suis restée cohérente avec moi-même. Mais ce que je regrette, c'est que pour moi, aujourd'hui, au niveau mondial, il y a une grosse réflexion qui se fait par rapport à l'environnement, par rapport au respect de la nature, parce que nous sommes passés à l'ère de l'anthropocène, c'est-à-dire l'ère de la modification de la nature par l'effet humain. Et ça, c'est très, très grave. Donc, pour moi, c'est une période où il faut que les partis politiques
prennent en main ceci pour réfléchir à un nouveau Alors modèle. ça, c'est vrai qu'il y a très Exactement. peu et rarement, en fait, de partis politiques qui s'expriment sur ce volet-là, alors qu'on voit dans d'autres pays des partis écologiques émerger Là, de nous plus avons en plus. un très beau projet et nous l'avons adopté. C'est l'écosocialisme pour mettre fin au consumérisme, pour respecter la nature, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas seulement un problème climatique, nous avons un problème d'effondrement du vivant, parce que la biodiversité disparaît, et nous avons un très très grave problème concernant l'avenir de notre planète. Il y a une dette écologique qu'il va falloir régler. Donc tout ceci, nous y avons apporté des réponses, mais malheureusement sur le terrain, nous n'avons pas pu être assez opérationnels et actifs. Je vous demandais, s'il vous plaît, de vous lever et de vous installer sur le fauteuil jaune qui est juste à côté de vous. Je vous rappelle que vous pourrez suivre cette interview dans son intégralité, quelques extraits au départ, et dans son intégralité sur nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou Instagram, que vous retrouverez tout à l'heure, juste après cette interview. Mais juste avant, le moment confession, qui est une tradition d'en fait entrer l'invité. Et j'aimerais que vous soyez, que vous enleviez votre casquette de femme politique quelques minutes et nous faire et partager avec nous une confession personnelle. Écoutez, je pourrais partager avec vous plusieurs, mais je pense que une confession personnelle, c'est par rapport à la femme marocaine. La femme marocaine que je suis, et par rapport à toutes les femmes marocaines qui sont aujourd'hui en souffrance, aux femmes marocaines qui aujourd'hui, parce qu'en plus des inégalités spatiales et sociales, nous avons des inégalités de genre, où la femme marocaine, malgré tous les efforts qu'elle a fait, depuis son accès à l'éducation, au travail, etc., reste quand même marginalisée. J'aurais souhaité être plus proche de toutes ces femmes qui sont encore dans le monde rural, de ces femmes qui sont violentées économiquement, violentées culturellement, violentées par tous les moyens, pour être plus proche d'elles, parce que quand même, j'ai eu peut-être la chance d'être à ce poste, qui reste modeste, mais être à la tête d'un parti m'aurait permis de jouer un plus grand rôle auprès de ces femmes. Mais j'espère, tant que la vie est là, même après la fin de ma mission en tant que secrétaire général, ça c'est un chantier que j'aimerais bien entreprendre avec toute l'énergie qui me reste. Merci Nabila Mounib de votre confession. Bien noter que la place de la femme, mais en même temps j'ai envie de vous dire, juste vous relancer mais quelques secondes parce qu'on va un peu déborder, mais finalement c'est vrai que la place de la femme sur l'échiquier politique, elle est quand même pesante. Exactement. Et c'est une absence de longue date. Déjà, au niveau de l'échiquier politique, il faut signaler que c'est la gauche qui a quand même encouragé la femme avec Serd Ahmed Yousfi depuis 2002 avec la liste nationale. C'est la première fois qu'on a pu dépasser 10% parce qu'avant on était à 0,0%. Et moi je pense qu'il faut encourager l'éducation des femmes parce que l'éducation c'est vraiment le tremplin pour toute une société, pour les femmes encore plus, pour qu'elles puissent acquérir non pas seulement les compétences, les savoirs et les valeurs, mais aussi pour avoir confiance en elles. Parce que nous avons besoin de ces femmes pour travailler et pour faire rayonner notre pays, pour le faire avancer sur tous les plans. Donc l'éducation, moi j'encouragerais les parents à envoyer leurs enfants à l'école, de les encourager à faire de la musique, à faire de la danse, etc. Parce que c'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir. Prochaine étape importante pour le PSU ? Prochaine étape importante, ce sont les élections. Mais avant, vous organisez, il y a de nombreuses rencontres dans les prochaines semaines. Prochaines élections, prochaine étape, on va aller vers le sud du Maroc pour rencontrer nos concitoyens, nos camarades, et pour parler de la cause nationale. C'est quand ? C'est très prochainement, dans les semaines qui viennent. Dans les semaines qui viennent. Exactement. Merci beaucoup, Nabila Mounib, d'avoir été dans le Faites entrer l'invité ce lundi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine, à lundi prochain. Et encore, merci pour votre fidélité. Vivre avec vous.